Lors d'un barbecue familial, mon père a bu 6 bières et m'a regardé devant toute la famille. Tu sais que tu étais un accident, n'est-ce pas? Je voulais un fils. Ma tante a laissé tomber son assiette. Je n'ai pas bronché. J'ai dit, c'est drôle. Maman m'a dit quelque chose de différent avant de mourir. Tu veux que je lise sa lettre? Sa main a commencé à trembler. Tu sais que tu étais un accident, n'est-ce pas? Je voulais un fils. Mon père me l'a dit en face, devant 31 membres de ma famille, après 6 Budweiser. Debout sur la pelouse, ma mère avait planté chaque hortensia à la main. La fumée de son nouveau grill Weber s'élevait derrière lui comme une auréole qu'il ne méritait pas. Tante Carole laissa tomber son assiette en carton. De la salade de pommes de terre tomba sur l'herbe. 31 têtes se tournèrent. Personne ne respira. Je ne sciais pas. Je dis, c'est drôle, maman m'a dit quelque chose de différent avant de mourir. Voulez-vous que je lise sa lettre? Sa main commença à trembler. Cette lettre contenait une vérité que mon père avait enfouie pendant 30 ans. Et elle n'a pas seulement gâché son 4 juillet. Elle a défait tous les mensonges qu'il avait racontés sur ma mère, sur moi, et sur le nom qui figurait réellement sur l'acte de propriété de la maison qu'il appelait la sienne. Avant de continuer, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous connectez vraiment à cette histoire. Et où que vous soyez en ce moment, déposez votre emplacement et leur local dans les commentaires. J'aimerais savoir qui écoute. Je m'appelle Mira. J'ai 28 ans. Je suis infirmière en soins intensifs. Maintenant, laissez-moi vous ramener 3 ans avant ce 4 juillet, au jour où ma mère a reçu son diagnostic. La maison de Maple Lane était une coloniale blanche avec des volets verts et un porche enveloppant qui grinçait à 3 endroits que ma mère connaissait par cœur. Elle enjambait la 2e et la 3e planche chaque matin, lorsqu'elle sortait arroser ses hortensias pieds nus, avant que mon père ne se réveille. Elle se déplaçait dans cette maison comme quelqu'un qui essayait de ne pas être entendu. J'ai grandi en pensant que c'était normal. Mon père, Rex Harper, avait un fauteuil inclinable La-Z-Boy en cuir dans le salon, marron foncé, craqué aux accoudoirs, positionné en plein centre, face à la télévision. Personne ne s'y asseyait, ni ma mère, ni moi, ni même oncle Bill quand il venait. C'était entendu. Cette chaise était son trône, et le reste d'entre nous nous arrangeaions autour d'elle. Il contrôlait tout. Le thermostat, 68 en hiver, 76 en été. Et si vous y touchiez, Dieu vous aide. La télécommande, la liste de courses, le planning du dîner. Ma mère cuisinait ce qu'il voulait, quand il le voulait, et débarrassait les assiettes avant qu'il n'ait à le demander. Elle n'a jamais eu son propre compte bancaire. Son nom ne figurait pas sur le compte courant. Elle lui demandait de l'argent pour les courses chaque lundi matin, et il sortait des billets de son portefeuille un par un, les comptant à voix haute comme si elle était une caissière rendant la monnaie. Je n'ai pas réalisé que ce n'était pas comme ça que fonctionnaient les autres familles avant l'âge de 14 ans, quand j'ai passé un week-end chez une amie et que j'ai vu sa mère glisser une carte de crédit chez Target sans appeler personne d'abord. La maison elle-même était magnifique. Ma mère l'avait rendue ainsi. Les jardinières, le jardin d'herbes aromatiques le long du mur sud, la balançoire de porche qu'elle avait trouvée lors d'une vente aux enchères. Elle déversait tout ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute dans cette maison. Et mon père l'appelait la sienne. Mon toit, mes règles. Disait-il si l'un de nous avait une opinion. Tu n'aimes pas ça? La porte est là. Je ne savais pas encore ce que j'apprendrais finalement. Que le toit n'était pas le sien du tout. Rex Harper n'était pas un homme compliqué. Il croyait 3 choses avec une certitude absolue, qu'il était le chef de famille, que les femmes avaient des rôles de soutien, et que quiconque remettait en question l'un ou l'autre point était irrespectueux. Que savent les femmes? Était son refrain. Il le disait au dîner quand ma mère suggérait de refinancer. Il le disait à Thanksgiving quand sa cousine Linda parlait de politique. Il me le disait quand je lui annonçais que j'avais été accepté au programme de sciences infirmières de l'État. Infirmière? Alors, tu vas vider des bassins? Grande carrière pour une fille, je suppose. Ma mère ne discutait jamais. Quand il élevait la voix, elle restait immobile. Les épaules rentrées, les mains jointes sur ses genoux, les yeux fixés sur la nappe. Je pensais qu'elle était patiente. Je comprends maintenant qu'elle était prudente. Il y a une nuit que je ne peux pas oublier. J'avais 16 ans.
Il était rentré du travail de mauvaise humeur. Quelque chose à propos d'une commande de pièces qui avait mal tourné au magasin, et il s'est mis à me harceler, mes notes, mes amis, la longueur de mes shorts. Sa voix remplissait la cuisine comme un système de pression. Je me tenais au comptoir, agrippant le bord, refusant de pleurer, et j'ai vu ma mère. Elle était assise à table derrière lui. Et juste une seconde, une demi-seconde, ses épaules sont tombées, elle a exhalé. Soulagement, parce que c'était moi, pas elle. Puis ses yeux ont rencontré les miens, et le soulagement s'est transformé en quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots avant d'être beaucoup plus âgé, la culpabilité. Une culpabilité profonde et corrosive. Cette nuit-là, elle est venue dans ma chambre après qu'il se soit endormi dans son fauteuil. Elle s'est assise sur le bord de mon lit et a chuchoté, « Je suis désolé de ne pas pouvoir te protéger comme je le devrais. » Je lui ai dit que c'était bon. Ça ne l'était pas. L'appel est arrivé un mardi de mars. Je venais de finir ma rotation clinique, 12 heures debout dans l'unité de soins intermédiaires, et j'étais assise dans ma Honda Civic sur le parking de l'hôpital avec un café froid dans le porte-gobelet quand le nom de ma mère a illuminé mon téléphone. Cancer du pancréas. Stade 3. Elle l'a dit comme elle disait tout ce qui était difficile. Doucement, comme si elle s'excusait pour le désagrément. Le médecin dit que nous devrions discuter des options de traitement. Je ne voulais pas vous déranger pendant votre quart. J'ai conduit directement chez moi, 2 heures sur l'autoroute, les deux mains crispées sur le volant. Quand je suis arrivé, mon père était dans le garage, pas avec elle. Dans le garage, la porte à moitié ouverte, une Budweiser sur l'établi, polissant le chrome de son Dodge Ram. Il polissait ce camion chaque samedi comme s'il lui devait quelque chose. Jamais manqué une semaine. Mais pendant les 14 mois de chimio et de radiothérapie de ma mère, il ne l'a pas conduite à l'hôpital une seule fois. Pas une seule fois. Je le faisais tous les mardis et tous les 2 jeudis. Je la prenais dans ma Civic, l'aidais à s'installer sur le siège passager, tenais un sac en plastique sur mes genoux au cas où la nausée surviendrait avant d'arriver. Je m'asseyais dans la salle d'attente, lisant des notes de pharmacologie pendant qu'il lui injectait du poison dans les veines, puis je la ramenais chez elle, l'aidais à se coucher et laissais un verre de ginger ale sur la table de nuit. La contribution de mon père était de se plaindre que le dîner était en retard. Pendant ces mois, quelque chose a changé entre ma mère et tante Carole. Les appels téléphoniques se sont allongés. Parfois, j'entrais dans la cuisine et ma mère baissait la voix et disait « Je te rappelle, Carole ». Puis elle me souriait comme si rien ne se passait. J'ai supposé qu'elles étaient juste des sœurs. Je n'avais aucune idée qu'elles construisaient quelque chose. Ma mère est morte un dimanche d'octobre. L'infirmière des soins palliatifs a dit que c'était paisible, et je l'ai cru parce que je tenais la main de ma mère quand c'est arrivé, et j'ai senti le moment exact où elle a cessé de me serrer la main. Mon père était en bas, regardant le football. Je me suis occupé des funérailles, des appels téléphoniques, des fleurs, de la nécrologie dans le journal du comté. Rex était assis dans son fauteuil inclinable et disait aux gens qu'il était trop brisé pour fonctionner, et il le croyait parce qu'il avait perfectionné le rôle de mari en deuil, comme certains hommes perfectionnent un swing de golf, avec de la pratique et sans aucun sentiment réel. 5 mois plus tard, il a présenté Donna. Elle est arrivée un dimanche soir pour le dîner, vêtue d'un pull en cachemire blanc et de talons qui claquaient sur le parquet de ma mère. Elle s'est assise sur la chaise de ma mère à table, celle près de la cuisine, celle où ma mère s'était assise pendant 30 ans. Et Rex n'a même pas scié. Il a découpé le rôti comme si c'était une célébration. Donna Kesley, 40 ans, agent immobilier, mèche blonde et un sourire qui calculait la superficie en pieds carrés. Après le dîner, Rex a fait glisser un dossier jaune sur la table vers moi. Juste quelques papiers administratifs pour la succession de votre mère. Des trucs d'avocat. Signez là où il y a les onglets et nous en aurons fini. J'étais épuisé. J'étais en deuil. J'avais 25 ans et je venais de passer 14 mois à regarder ma mère disparaître. J'ai signé la plupart des pages sans les lire. Il y avait environ 8 ou 9 formulaires. J'en ai lu 6 ou 7, puis mon téléavertisseur a sonné. Quart de nuit, soins intensifs, un patient en code bleu. J'ai laissé les dernières pages non signées et lui ai dit que je finirais la semaine prochaine. L'une de ces pages non signées était un acte de renonciation. Je ne le savais pas alors. Le formulaire de procuration expiré que j'avais signé par accident était déjà nul. Rex ne le réalisait tout simplement pas.
Rex n'a pas perdu de temps. Quelques semaines après ce dîner, les appels ont commencé. Mais pas à moi, à tout le monde. Oncle Bill a été le premier. Puis cousine Patty, puis les voisins de Maple Lane, puis les femmes du groupe de prière de ma mère. La version de Rex de l'histoire était la suivante: sa fille, qu'il avait élevée et pour laquelle il avait tout sacrifié, l'avait abandonné dans son chagrin, ne l'appelait pas, ne venait pas le voir, ne venait même pas dîner. La vérité était que je travaillais 4 quarts de nuit par semaine et passais mes jours de congé à dormir ou à pleurer dans mon appartement. Mais la vérité ne voyage pas aussi vite qu'une histoire de victime racontée par un homme à la voix grave et au bon timing. Oncle Bill m'a envoyé un SMS un mercredi soir à 23h, juste après que j'ai perdu un patient. Mes mains sentaient encore le nitrile des gants. Le message disait: ton père est seul, Mira. Il a perdu sa femme. Ne sois pas égoïste. Puis un suivi 2 minutes plus tard, un lien vers un article intitulé « Quand les enfants adultes abandonnent leurs parents vieillissants, une crise croissante ». J'ai fixé mon téléphone dans la salle de repos et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis mes 16 ans. Ce vieux sentiment familier de me sentir insignifiante, comme si j'étais le problème. J'ai tapé une réponse, les supprimer, en ai tapé une autre, les supprimer aussi. Que dire à un oncle qui vous a connu toute votre vie mais n'a jamais demandé votre version de l'histoire? J'ai appelé oncle Bill le lendemain matin et j'ai essayé d'expliquer l'écart, l'épuisement, le fait que Rex ne m'avait jamais rendu visite. Bill a écouté pendant environ 45 secondes, puis a dit: c'est ton père, Mira. Tu n'en as qu'un. Après ça, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer. Il y a une différence entre les gens qui ne comprennent pas et les gens qui ne veulent pas comprendre. Je ne savais pas encore que Rex construisait quelque chose de précis. Que la campagne de rumeurs n'était pas du chagrin. C'était une stratégie. Je suis retourné à la maison sur Maple Lane en avril pour récupérer une boîte d'affaires de ma mère que j'avais laissée dans le placard d'en haut. Des vieux albums photos pour la plupart, et une écharpe qui sentait encore son Chanel numéro 5. La porte d'entrée était déverrouillée. Je suis entré et me suis arrêté 3 pas après le seuil. Le salon avait le même aspect. Le fauteuil de Rex. La télévision en mode muet. Des canettes de bière sur la table basse. Mais quelque chose était différent dans l'air. Un parfum différent. Quelque chose de doux et de synthétique. Je suis monté. La porte de la chambre de mes parents était ouverte. La photo de mariage qui avait toujours été accrochée au-dessus de la commode, aussi loin que je me souvienne. Ma mère dans une simple robe ivoire, riant. Sa main sur la poitrine de mon père, avait disparu. Le clou était toujours dans le mur. À sa place, Donna avait accroché une estampe encadrée d'un coucher de soleil sur la plage. La coiffeuse de ma mère, celle en chêne avec le miroir ovale, celle où elle s'asseyait chaque matin pour mettre son rouge à lèvres, même quand elle était trop malade pour quitter la maison, était couverte des affaires de Donna. Des brosses, des compacts, une bouteille de brume corporelle Victoria's Secret, là où le Chanel numéro 5 de ma mère avait l'habitude d'être. Donna est apparue de la salle de bain principale dans une robe de chambre en éponge, se coiffant les cheveux. Elle m'a regardé sans surprise. « Oh, ton père a dit que ça ne te dérangerait pas. » J'ai entendu la voix de Rex depuis le bas de l'escalier. « Mira, arrête de fouiner. Ce n'est plus ta chambre. » J'ai failli partir. J'ai failli prendre ma boîte et partir. Mais je suis passé par le salon en sortant. Et là, sur la table basse, coincé sous un guide télé, se trouvait un dossier avec un logo immobilier dessus. L'agence de Donna. À l'intérieur, une analyse comparative du marché pour le 414 Maple Lane. Valeur estimée, 280 000 $. Il ne se contentait pas de passer à autre chose après ma mère. Il vendait sa maison. C'est la première fois que je me suis dit qu'il n'était pas seulement cruel. Il préparait quelque chose. 2 semaines plus tard, Rex m'a appelé. C'était la première fois depuis des mois qu'il composait mon numéro au lieu de celui d'oncle Bill. « Viens dîner vendredi, dit-il. Donna prépare un pot-au-feu. » L'invitation seule aurait dû être un signal d'alarme. Mon père ne m'avait jamais demandé de dîner. Il l'annonçait ou il l'attendait, mais il ne demandait pas. J'y suis allé quand même. La table était mise pour 3. Donna avait mis des serviettes en tissu et une bougie. Mise en scène, ai-je réalisé plus tard, comme si elle montrait une maison.
Le pot-au-feu était bon. Le vin était bon marché. Mon père était sur son meilleur comportement, ce qui signifiait qu'il ne m'avait interrompu que 2 fois. Après que les assiettes aient été débarrassées, Rex a tendu derrière sa chaise et a sorti un autre dossier jaune, le même qu'avant. Il l'a posé entre nous sur la table, carré par rapport au bord, comme si ce n'était rien. L'avocat a dit, a-t-il commencé, qu'il nous manquait un formulaire de la dernière fois. Juste pour transférer le titre de propriété à mon nom pour la gestion de la succession. Des trucs standards. J'ai ouvert le dossier. Une page, le titre lisait « Acte de renonciation ». En dessous, en langage clair, transfert de tout droit, titre et intérêt dans la propriété immobilière au 414 Maple Lane de la succession d'Hélène Whitmore Harper à Rex à Harper. Je l'ai lu 2 fois. Donna est apparue à mon coude avec un stylo. C'est vraiment standard, Mira. Je vois ça tout le temps dans l'immobilier. J'ai regardé mon père. Il me regardait avec cette expression que j'avais vue 1000 fois, celle qui signifiait « fais ce que je dis et ne pose pas de questions ». Je dois demander à mon propre avocat de l'examiner, ai-je dit. Sa mâchoire se serra. Avocat? Tu ne fais pas confiance à ton propre père? Si ce n'est que de la paperasse, ai-je dit, alors il n'y a pas d'urgence. Je demanderai à quelqu'un de l'examiner. J'ai pris l'acte de renonciation, l'ai mis dans mon sac et j'ai conduit directement chez tante Carole. Carole Whitmore vivait dans une maison de plain-pied en briques à 12 miles de la ville, le genre d'endroit qui sentait le café et les déclarations d'impôts. Elle était comptable, depuis 25 ans, et sa table de cuisine avait vu plus de formulaires W2 que de dîners de famille. Elle a ouvert la porte avant que je ne frappe, comme si elle m'attendait. J'ai posé l'acte de renonciation sur sa table de cuisine en chêne, la même table où j'apprendrai plus tard qu'elle et ma mère s'étaient assises 2 ans avant la mort de ma mère, signant leurs propres documents. Carole a pris le formulaire. L'a lu 1 fois. Son visage est resté immobile. Non pas surprise. Quelque chose de pire. Confirmé. Il essaie de prendre la maison, dit-elle. Puis elle m'a regardé. Mira, la maison n'a jamais été la sienne. Elle l'a dit simplement, comme elle disait tout. Carole ne faisait pas de chichi. Elle faisait des faits. Ta mère a acheté cette maison avec l'argent de l'héritage de tes grands-parents, les Whitmore. 180 000 $. L'acte est à son nom. Hélène Whitmore Harper. Le nom de Rex n'y figure pas. Il n'y a jamais figuré. Je l'ai regardé. 30 ans que mon père appelait cette maison la sienne. 30 ans. Carole a poursuivi. Ta mère a fait un testament, un vrai, avec un avocat, Richard Avery, au centre-ville. La maison te revient. Elle a déjà été homologuée. C'est la tienne, Mira. Elle est à toi depuis la mort de ta mère. Je ne pouvais pas parler. Carole m'a laissé un moment. Puis elle s'est levée, a marché jusqu'au classeur de son bureau à domicile, et est revenue avec une enveloppe scellée, couleur crème, l'écriture de ma mère sur le devant dans son écriture soignée, pour Mira, quand elle sera prête. Ta mère a laissé ceci aussi, dit Carole. Elle m'a dit de te le donner quand tu en aurais besoin. Je pense que tu en as besoin. J'ai tenu l'enveloppe à 2 mains. Lis-la quand tu seras prête, dit Carole. Mais ne la lis pas seule. Je ne l'ai pas ouverte cette nuit-là. Je suis resté dans ma voiture dans l'allée de Carole pendant 20 minutes, moteur éteint, tenant la lettre que ma mère m'avait écrite de l'au-delà. Et j'ai pensé à chaque fois que mon père avait dit « ma maison, mes règles », et comment ma mère devait être assise là, écoutant, connaissant la vérité, ne disant rien. Elle ne pouvait pas le combattre de son vivant. Alors, elle l'a combattu sur papier. Le lendemain matin, j'ai appelé le cabinet d'avocat de Richard Avery. Sa réceptionniste m'a mise en relation en moins d'1 minute, ce qui m'a fait comprendre qu'il avait été briefé. Il avait une voix calme et délibérée, le genre d'homme qui lisait chaque ligne avant de signer quoi que ce soit, ce qui était exactement ce dont ma mère avait eu besoin. Mademoiselle Harper, j'attendais votre appel, honnêtement, depuis environ 1 an. Il a confirmé tout ce que Carole m'avait dit. Le testament était valide. Il avait été déposé, enregistré en homologation et exécuté. La maison du 414 Maple Lane, acte enregistré au nom d'Hélène Whitmore Harper, m'avait été transférée à la mort de ma mère en tant que seul bénéficiaire désigné. La paperasse était propre. Le titre était clair.
Votre père n'a aucune revendication légale sur la propriété, a dit Avery. Il peut y résider en tant qu'invité, mais il ne peut pas la vendre, ne peut pas l'hypothéquer et ne peut pas transférer le titre sans votre signature sur un acte de renonciation, ce qui, je suppose, est la raison de votre appel. Je lui ai parlé du formulaire que Rex m'avait donné. Avery a fait une pause. Alors je devrais vous dire autre chose. Il y a environ 18 mois, avant le décès de votre mère, un agent de près de First Regional m'a contacté parce que quelqu'un avait demandé une deuxième hypothèque sur le 414 Maple Lane. Le demandeur était Rex Harper. La banque l'a signalé parce que son nom ne figurait pas sur l'acte. Ils ont refusé la demande. Mon estomac s'est noué. Votre mère l'a découvert, a dit Avery. C'est à ce moment-là qu'elle a appelé Carole. C'est à ce moment-là que nous avons finalisé le testament et mis en place la fiducie. La fiducie? Je n'en étais même pas encore là. 220 000 $, a dit Avery. Détenu dans une fiducie révocable, vous désignant comme bénéficiaire, financé par l'héritage distinct de votre mère. Monsieur Harper n'y a pas accès et n'a pas connaissance de son solde actuel. Je me suis assise dans mon appartement, le téléphone collé à mon oreille, faisant les calculs que ma mère avait fait quand elle était mourante. Une semaine plus tard, Rex a rappelé. Barbecue du 4 juillet, dit-il. Toute la famille vient. Apporte ce formulaire signé. Je lui ai dit que je serais là, mais que je n'apportais pas ces papiers. J'apportais ceux de ma mère. Le 4 juillet sur Maple Lane ressemblait à une carte postale. Mon père avait mis le paquet, ou plutôt, sa carte de crédit l'avait fait. Un tout nouveau grill Weber Genesis trônait sur le patio comme un hôtel chromé, portant encore la marque de son prix où l'autocollant avait été décollé ce matin-là. Des fanions rouges, blancs et bleus pendaient aux balustrades du porche. Une table pliante courait sur toute la longueur du jardin, recouverte d'une nappe à carreaux, alourdie de salades de choux, de maïs et de glacières de Bud Light. 31 personnes. J'ai compté à mon arrivée. Oncle Bill et sa femme Linda tenaient court près de la salade de pommes de terre. Cousine Patty avec ses 3 enfants poursuivant des cierges magiques à travers l'herbe. Les amis de Rex du magasin de pièces automobiles. Des voisins, des gens de l'église, l'arsenal complet de la pression sociale assemblée sur des chaises de jardin et des couvertures de pique-nique sous un ciel sans nuages. Et Donna debout à la tête de la table, vêtue d'une robe d'été blanche et de nouvelles sandales, tenant un verre de prosecco, riant à quelque chose qu'oncle Bill avait dit, jouant les hôtesses dans le jardin de ma mère, à côté des hortensias de ma mère. Sous les guirlandes lumineuses que ma mère avait accrochées il y a 3 étés. Je venais de finir un quart de 12 heures. Je portais toujours mes scrubs, bleu canard, froissés aux genoux, mon badge épinglé à ma poitrine. Je ne m'étais pas changé exprès. Ces scrubs étaient la seule chose honnête que je pouvais porter ce jour-là. Chaque personne présente savait ce que je faisais dans la vie. Chaque personne présente savait que j'avais été au chevet de ma mère. Les scrubs étaient mon rappel silencieux. Tante Carole était déjà assise à l'arrière, une assiette en carton posée sur son genou, des lunettes de soleil. Quand je suis entré par la porte latérale, ses yeux ont trouvé les miens immédiatement. Elle m'a fait un petit signe de tête. J'avais l'enveloppe dans la poche de mes scrubs. À côté, une copie pliée du testament notarié et une impression de l'acte enregistré. Mon père m'a vu arriver. Il a vu mes mains vides. Pas de dossier jaune, pas de formulaire signé. Son sourire est resté en place, mais quelque chose derrière ses yeux est devenu vide. La voilà, a-t-il annoncé à tout le monde. Je lui ai dit de venir. Elle écoute enfin. À 17 heures, Rex avait bu 6 bières. Je le sais parce que je l'ai vu boire chacune d'elles. C'est un réflexe des soins intensifs. On compte les entrées et les sorties. On suit les signes vitaux. On note le moment où un patient franchit un seuil. Mon père a franchi son seuil vers la 4e bière, quand sa voix est passée de conversationnelle à performative. Il s'était positionné près du grill, le centre de gravité, où les gens venaient le voir. Il retournait des hamburgers d'une main et gesticulait avec la Budweiser de l'autre, racontant des histoires plus fortes qu'il ne le fallait. De vieilles histoires. Des histoires sur ses jours de gloire en gérant le magasin, sur le camion qu'il avait restauré en 2004, sur la fois où il avait réprimandé un inspecteur de comté. Des histoires d'hommes, celles qui commençaient par « je » et se terminaient par tout le monde ayant tort. Vers la 5e bière,
il a commencé à parler de famille. Tu sais, a-t-il dit assez fort pour que le groupe de chaises de jardin le plus proche l'entende, j'ai toujours pensé que j'aurais un garçon, quelqu'un pour reprendre l'entreprise, lui enseigner le métier, transmettre quelque chose. Il a secoué la tête, souriant comme s'il racontait une blague. Ça n'a pas marché comme ça. Quelques personnes ont ri poliment. Donna a rempli sa glacière par derrière, glissant une autre canette dans sa main comme si elle chargeait une arme. Oncle Bill s'est penché de sa chaise adirondaque. Oui, un fils aurait été quelque chose. J'étais assise à l'extrémité de la table, sur l'une de ces basses chaises pliantes en aluminium, celles qu'on garde empilées dans les garages pour les invités supplémentaires. Cela me plaçait environ 15 cm plus bas que tout le monde. J'ai mangé ma salade de pommes de terre lentement et je n'ai pas répondu. Rex a levé les yeux vers moi. J'ai vu ce qui s'est passé, la façon dont un homme ivre se persuade de quelque chose. Il s'est redressé. Il a éclairci sa gorge. Il a bu une longue gorgée de sa 6e bière. Et puis il l'a dit. Tu sais que tu étais un accident, n'est-ce pas? Il l'a dit debout. Il l'a dit en me faisant face. Il l'a dit à un volume qui a coupé toutes les conversations annexes, tous les rires d'enfants, chaque éclat de pétard lointain. Je voulais un fils. Le jardin est devenu silencieux comme une pièce devient silencieuse quand du verre se brise. Non pas progressivement, mais tout d'un coup, comme si quelqu'un avait coupé le son. 31 personnes, chacune d'entre elles me regardant. L'assiette en carton de ma tante Carole est tombée par terre. Salade de pommes de terre, une cuillerée de salade de choux, un œuf mimosa, tout ça dans l'herbe. Elle ne l'a pas ramassé. Elle est juste restée là, sa main toujours dans la forme de tenir quelque chose. Rex n'avait pas fini. Mais ta mère a insisté pour te garder. Il a incliné sa bière vers moi comme un pointeur. Et regarde comment tu as tourné. Une infirmière qui ne peut même pas se payer son propre appartement. L'enfant de quelqu'un a demandé un cierge magique. Personne n'a répondu. Puis Donna s'est avancée derrière Rex et j'ai vu ce qu'elle tenait. Le dossier jaune, l'acte de renonciation et un stylo bille argenté, l'air cher, le genre que les agents donnent aux clients lors des clôtures. Chérie, dit Donna, sa voix tombant dans ce registre apaisant que les agents immobiliers utilisent quand ils veulent que vous ignoriez les fissures de la fondation. Ton père a juste besoin que tu signes ça pour qu'il puisse s'occuper de la maison. C'est ce que ta mère aurait voulu. Elle a placé le dossier et le stylo sur la table devant moi, juste à côté de mon assiette en carton, comme si c'était le dessert. Rex s'est tourné vers la foule. C'est une affaire de famille, dit-il. Ma fille a été difficile à propos de quelques papiers successoraux de base. J'ai juste besoin d'une signature. C'est tout. Oncle Bill de sa chaise, signe-le, ma petite. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Une femme que je reconnaissais à peine, une lointaine cousine de mon père, murmura, pauvre Rex. Il veut juste garder la maison. 31 pères Dieu. Certains sympathiques, d'autres mal à l'aise, certains regardant leurs chaussures. J'ai regardé le stylo. J'ai regardé le papier. J'ai regardé mon père, debout dans le jardin que ma mère avait planté, portant la confiance d'un homme à qui les femmes de sa vie n'avaient jamais dit non. Et j'ai senti l'enveloppe dans la poche de mon uniforme pressée contre mes côtes comme un deuxième battement de cœur. J'ai pris le stylo. J'ai besoin que vous compreniez. Je l'ai pris. Je l'ai tenu entre mes doigts et j'ai regardé la ligne où mon nom devait aller. Et pendant une terrible seconde, j'ai complètement compris ma mère, car c'est ce que cela ressent. C'est ce avec quoi elle a vécu chaque jour. Le poids de 31 regards. Le calcul que votre corps fait avant que votre cerveau ne comprenne. Si je signe juste, ça s'arrête. Si je suis d'accord, le silence disparaît. Si je lui donne juste ce qu'il veut, je peux partir et respirer et ne plus jamais penser à cette table. J'ai compris à ce moment-là comment ma mère avait passé 30 ans à dire oui à un homme qui ne le méritait jamais. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce que le prix du non était une pièce pleine de gens qui décidaient que vous étiez le problème. Rex m'a regardé tenir ce stylo et je l'ai vu. Une étincelle de victoire dans ses yeux. Il pensait qu'il m'avait tué. Il pensait que la pression, la foule et la cruauté imbibée de bière avaient fait ce qu'elle faisait toujours. Ne me mets pas dans l'embarras devant toute la famille, Mira. Dit-il plus doucement maintenant, en se penchant.
presque doux, la façon dont il le disait à ma mère quand elle hésitait. Un cousin se déplaça dans sa chaise de jardin. Le tout petit de quelqu'un pleurnicha. Le charbon du grill pétillait. J'ai tenu ce stylo pendant 5 longues secondes. Et puis je l'ai posé. Je l'ai posé sur la table, parallèle à l'acte de renonciation. Précisément et délibérément, comme je pose des instruments sur un plateau chirurgical. Pas un mot. Pas de volume derrière. Pas de tremblement. Juste la syllabe la plus plate et la plus nette que j'ai jamais prononcée. Rex a cligné des yeux. Excusez-moi. Je ne signe pas ça. Pas aujourd'hui. Jamais. Le jardin est resté silencieux, mais la qualité du silence a changé, passant du choc à autre chose. L'attente. Le visage de mon père a pris la couleur du charbon de son grill. Non pas rouge d'embarras. Rouge de fureur. Le genre que je connaissais depuis l'enfance. Le genre qui faisait disparaître ma mère dans la cuisine et fermer doucement la porte derrière elle. Espèce d'ingrate, il s'est repris, a recalibré, a regardé la foule, puis de nouveau moi. Tu es exactement comme ta mère, inutile étais-tu. Il l'a dit plus fort qu'il n'aurait dû, parce que Rex avait toujours besoin de témoins quand il avait raison. Ta mère n'a rien laissé derrière elle qui vaille la peine d'être mentionnée. Une coiffeuse et des fleurs mortes. C'est son héritage. Et toi? Il a pointé un doigt dans ma direction. Tu es là à faire une scène parce que tu ne peux pas te résoudre à faire une chose simple pour l'homme qui t'a élevé. Donna lui a touché le bras. Rex, peut-être devrions-nous nous calmer, il l'a repoussée sans la regarder. La main de Donna est tombée. Elle a reculé d'un demi-pas. Oncle Bill est resté immobile dans son fauteuil adirondaque. Cousine Patty a pris son plus jeune sur ses genoux. Un voisin que je connaissais depuis l'enfance a trouvé quelque chose de fascinant dans sa salade de choux. Rex n'avait pas fini. Il n'en avait jamais fini. Il avait construit sa vie sur le fait d'avoir le dernier mot. Et il a dû sentir qu'il le perdait, car ce qu'il a dit ensuite est ce qu'il n'aurait jamais dû dire. Il m'a regardé droit dans les yeux et sa voix est tombée à ce registre. Celui qui prétendait être calme mais n'était en réalité que de la cruauté sur un ton plus bas. Ta mère était trop faible pour faire quoi que ce soit correctement, y compris t'élever. Le jardin était si silencieux que j'entendais le drapeau claquer sur le mât de maison plus loin. C'était ça, la limite, pas ce qu'il avait dit de moi. Je pouvais supporter ça. Je l'avais porté pendant 28 ans. Mais il l'a dit d'elle, la femme qui a passé ses derniers mois vivants à s'assurer que je serais exactement ici, exactement maintenant, avec exactement ce dont j'avais besoin. Il l'a dit de ma mère. Et quelque chose en moi s'est verrouillé. Je me suis levé, pas vite, pas en colère. Je me suis levé comme je me lève au chevet d'un patient dont les signes vitaux s'effondrent. Stable, contrôlé, déjà 3 pas en avance. J'ai poussé l'acte de renonciation sur la table vers Rex. Le papier a glissé sur la nappe à carreaux et s'est arrêté contre un bol de haricots cuits. Je ne signe pas ça, ai-je dit. Pas aujourd'hui, pas jamais. La bouche de Rex s'est ouverte. Pour un homme qui avait toujours quelque chose à dire, il avait soudain l'air de charger. Et je serai prudente quant à ce que vous dites ensuite sur ma mère. Ses yeux se sont rétrécis. Ou quoi? J'ai fouillé dans la poche de poitrine de mes Scrubs, celle au-dessus de mon cœur, où je gardais habituellement une lampe stylo, et j'en ai sorti une enveloppe couleur crème, manuscrite, scellée jusqu'à il y a 2 nuits. Quand je l'avais finalement ouverte sur la table de cuisine de tante Carole avec une tasse de thé et une boîte de mouchoirs. Je l'ai levée pour que tout le monde dans le jardin puisse la voir. C'est drôle, ai-je dit. Maman m'a dit quelque chose de différent avant de mourir. Les yeux de Rex se sont fixés sur l'enveloppe. Je pouvais le voir essayer de calculer. Qu'est-ce que c'était? Que avait-elle écrit? Qu'aurait-elle bien pu dire? Voulez-vous que je lise sa lettre? Le jardin retint son souffle. La main droite de Rex, celle qui tenait la Budweiser, commença à trembler. Pas beaucoup, juste assez. La canette d'aluminium fit un minuscule froissement dans le silence. Il savait. Il ne savait pas ce qu'il y avait dedans, mais il connaissait sa femme, et il savait qu'une femme qui avait été silencieuse pendant 30 ans n'écrivait pas une lettre à moins d'avoir quelque chose à dire. Je n'ai pas attendu la permission. J'ai glissé mon doigt sous le rabat.
Elle avait déjà été ouverte et refermée avec un morceau de ruban adhésif la nuit où je l'avais lue pour la première fois chez Carole, et j'ai déplié les pages. 3 feuilles de papier à lettres crème, recto verso, dans l'écriture soignée de ma mère. L'écriture était régulière, pas l'écriture d'une femme malade. Pas encore. Rex fit un pas vers moi. Donne-moi ça. Quoi que ta mère ait écrit, elle n'était pas dans son état normal. Elle a écrit ça 2 ans avant le diagnostic, Rex. C'était tante Carole. Elle n'avait pas bougé de sa place à l'arrière, mais sa voix portait à travers le jardin comme si elle avait attendu cette fréquence exacte. J'étais là quand elle l'a écrit. Je l'ai vu signer. Oncle Bill se tourna dans sa chaise. Carole, qu'est-ce qui se passe? Carole ne lui répondit pas. Elle regardait Rex. Rex cessa de marcher. Il regarda de Carole à moi, puis à la lettre, puis de nouveau à Carole. Sa langue passa sur sa lèvre inférieure. Une habitude nerveuse que j'avais remarquée 1000 fois, toujours juste avant qu'il ne mente. C'est ridicule, dit-il. Hélène n'a pas, tu as eu ton discours, papa. J'ai gardé ma voix neutre. Ma voix des soins intensifs, la voix que j'utilise quand un membre de la famille hurle et que j'ai besoin qu'il m'entende sans hausser le ton. Maintenant, c'est le tour de maman. Donna se tenait à 3 pieds derrière Rex, serrant son verre de Prosecco à 2 mains. Elle ressemblait à une femme qui regardait la porte ouverte s'effondrer. J'ai baissé les yeux sur la première page. Une brise traversa le jardin, chaude, sentant le charbon de bois et l'herbe coupée et les feux d'artifice de quelqu'un, et elle fit flotter les bords du papier à lettres dans mes mains. 31 personnes se penchèrent en avant sans s'en rendre compte. Je commençai à lire. Ma douce Mira, ai-je lu à voix haute, et ma voix ne se brisa qu'au 2e mot. J'ai ravalé ma salive comme j'ai appris à ravaler les choses dans des pièces pleines de gens qui ont besoin de ma stabilité. Si tu lis ceci, je ne suis plus là. Et je suis désolé. Non pas de mourir. Mais pour toutes les années où j'étais en vie et où je n'ai pas dit ce que j'aurais dû dire. Le jardin était si calme que j'entendais la glace bouger dans les glacières. J'ai continué à lire. Ton père t'a dit. A dit à tout le monde que tu étais un accident, qu'il voulait un fils. Il l'a dit tellement de fois que je pense qu'il le croit maintenant. Mais je dois te dire la vérité. Parce que la vérité est la seule chose qu'il me reste à te donner. Rex dit, Mira, ça suffit. Je ne levai pas les yeux. Je te voulais, Mira. Je te voulais plus que tout au monde. J'ai passé 2 ans dans une clinique de fertilité. 2 ans d'injection de progestérone chaque semaine, de prise de sang chaque mois, de rendez-vous où je conduisais seul parce que ton père disait que c'était une perte d'argent. Il ne voulait pas d'enfant, ni un fils, ni une fille. Il disait que nous ne pouvions pas nous le permettre. Il disait qu'il n'était pas prêt. Il disait, et ce sont ses mots exacts, les enfants sont un gouffre financier. Je préférerais acheter un bateau. Une vague parcourut la foule. Cousine Patty se couvrit la bouche de la main. Oncle Bill s'assit plus droit sur sa chaise. Quand je suis enfin tombée enceinte, ai-je poursuivi, il a dit, d'accord, mais si ce n'est pas un garçon, ne t'attends pas à ce que je sois excité. Et puis tu es venu. Tu es venu et tu étais tout. J'ai fait une pause, j'ai respiré. Le visage de Rex avait une couleur que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de la colère, pas de l'embarras. Quelque chose sous les deux. Quelque chose de vieux. Il a dit à tout le monde que tu étais un accident, ai-je lu, parce que la vérité l'embarrassait. Qu'un homme qui se disait chef de famille ait dû être supplié par sa femme pour devenir père. Qu'il se soit battu à chaque étape. Qu'il n'ait accepté que parce que je lui avais dit que je partirais s'il disait non une fois de plus. Carole parla de l'arrière du jardin. Doucement. Finale. Elle a écrit ça 2 ans avant le diagnostic, Rex, elle n'était pas confuse. Elle n'était pas sous médicaments. Elle était lucide. Rex ne dit rien. Sa 6e Budweiser pendait à son côté, oublié, laissant tomber des gouttes de condensation sur sa chaussure. Rex bougea. Ce fut rapide. La ruée d'un homme qui avait passé toute sa vie à décider quand une conversation était terminée. Il franchit les 2 pas qui nous séparaient et tendit la main vers la lettre, la main ouverte, les doigts agrippants. Donne-moi ça. Jake Whitmore se leva du banc de pique-nique. 25 ans, le fils de Carole, un M85 en bottes de travail.
Il avait mangé tranquillement tout ce temps. Et maintenant, il se tenait entre Rex et moi, les mains le long du corps. Non agressif, non théâtral, juste là. Oncle Rex. La voix de Jake était l'opposé de celle de Rex. Basse, régulière, imperturbable. Laisse-la finir. Rex regarda Jake comme s'il avait été giflé par un meuble. Dans le monde de Rex, les jeunes hommes n'interrompaient pas les hommes plus âgés. Ça ne collait pas. Cela ne te regarde pas, mon garçon. C'est une réunion de famille, dit Jake. Ça ressemble à une affaire de famille pour moi. Rex se tourna vers la foule, les bras écartés, cherchant du soutien. Personne ne va, c'est ma famille. Ma maison. Est-ce vrai? C'était moi. 2 mots. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Rex s'est arrêté. Le mot « ma » pendait dans l'air entre nous comme un défi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père l'entendre. Oncle Bill n'avait pas bougé de sa chaise Adirondack. Il regardait Rex avec une expression que je n'avais jamais vue sur lui auparavant. Pas de la loyauté, quelque chose de plus proche du doute. Donna avait reculé. Le Prosecco abandonné sur la table. Elle se tenait près du portail latéral, serrant ses clés de voiture. Personne n'était plus du côté de Rex du jardin. Pas littéralement. Les gens n'avaient pas bougé, mais la gravité avait changé. 31 personnes regardaient mon père, et pour la première fois, elles ne levaient pas les yeux. J'ai tourné la 2e page. La partie suivante, ai-je dit, c'est celle qui va compter. J'ai lissé la 2e page contre ma paume et j'ai lu, Mira, il y a quelque chose à propos de la maison que je dois te faire savoir. Ton père l'a appelée la sienne aussi longtemps que tu t'en souviennes. Mon toit, mes règles. Tu l'as entendu 1000 fois. Tout le monde aussi. Je pouvais voir des têtes hocher légèrement la tête autour du jardin. Ils l'avaient entendu, eux aussi. Mais la maison du 414 Maple Lane a été achetée avec $180 000 de mes parents, tes grands-parents, David et Ruth Whitmore. C'était leur argent, un héritage anticipé qu'ils m'ont donné quand ton père et moi étions jeunes mariés parce qu'ils voulaient que j'aie quelque chose qui soit à moi. J'ai senti le silence s'épaissir. Ce n'était plus le silence du choc. C'était le silence de quelque chose qui se mettait en place. L'acte est à mon nom. Helen Whitmore Harper. Le nom de ton père n'y a jamais figuré. Il ne l'a pas payé. Il n'a pas co-signé pour elle. Ce n'est pas sa maison. Cela n'a jamais été sa maison. Le visage de Rex est devenu blanc. Pas progressivement, tout d'un coup, comme un écran qui perd de la puissance. J'ai fait un testament, ai-je continué à lire. Un testament légal préparé par l'avocat Richard Avery et dont ma sœur Carole a été témoin. La maison te revient, Mira. Il a été déposé et homologué après ma mort. Au moment où tu liras ceci, le titre aura déjà été transféré. J'ai fouillé dans l'autre poche et j'ai sorti les 2 documents que j'avais apportés. Une photocopie de l'acte enregistré et une copie certifiée conforme de la page pertinente du testament de ma mère. Je les ai placés sur la table, face visible, à côté de l'acte de renonciation que Rex voulait que je signe. 3 papiers, son mensonge à côté de sa vérité. Donna a parlé la première. Elle était toujours près du portail, les clés de voiture à la main, et sa voix avait le ton plat d'une femme qui faisait une recherche de titre dans sa tête. Rex, tu m'as dit que la maison était à toi. Rex ne la regarda pas. C'est ma maison. J'ai vécu ici pendant 30 ans. La voix de Carole vint de derrière moi, ferme comme une déclaration finale. Habiter dans une maison ne la rend pas tienne, Rex. La payer le fait, et tu ne l'as pas fait. Oncle Bill regarda l'acte sur la table. Il ne le toucha pas. Il ne parla pas, mais sa mâchoire travaillait comme s'il mastiquait 30 ans de conversation qui venaient de changer de sens. Rex se tenait au milieu de son propre barbecue dans le jardin, entouré de 31 personnes venues pour des hot dogs, et il n'avait plus rien à dire. Sa main, celle qui m'avait pointé du doigt, qui avait agrippé ma lettre, qui tenait sa bière comme un sceptre, tremblait. Je n'ai pas eu besoin de crier. L'acte parlait plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Il y a plus, ai-je dit. Je ne l'ai pas dit fort. Je l'ai dit comme on dit que les résultats des analyses sont revenus à la famille d'un patient quand la nouvelle n'est pas encore finie. Je suis revenu à la lettre de ma mère.
Avant de mourir, ai-je lu, j'ai découvert quelque chose qui m'a fait réaliser que je ne pouvais pas laisser cela au hasard. Ton père a demandé une deuxième hypothèque sur notre maison, une maison qu'il ne possède pas. Par l'intermédiaire de First Regional Bank, l'agent de prêt a appelé notre avocat de la famille parce que le nom de Rex ne figurait pas sur l'acte. La demande a été refusée. J'ai levé les yeux. Rex me regardait comme si je lisais son rapport d'autopsie alors qu'il était encore en vie. C'est là que j'ai su. J'ai lu. C'est là que j'ai appelé Carole. C'est là que nous sommes allés voir Richard Avery et avons tout officialisé. Le testament, la fiducie, cette lettre. Parce que si ton père essayait d'emprunter contre une maison qu'il ne possède pas de mon vivant, je n'avais aucun doute qu'il essaierait de te la prendre après ma mort. J'ai posé la lettre. Le jardin a absorbé l'information par vagues. D'abord les proches. Oncle Bill se pinçant l'arête du nez. Cousine Patty chuchotant quelque chose à son mari. Puis l'anneau extérieur. Les voisins échangeant des regards. Les dames de l'église devenant très silencieuses. Et puis Donna. Elle était déjà à moitié passée par le portail, mais elle s'est arrêtée et s'est retournée. Sa voix avait perdu toute trace de cette cadence chaleureuse et apaisante des portes ouvertes. Rex, as-tu essayé d'hypothéquer une maison qui n'était pas la tienne? Bébé, je peux expliquer. Je suis agent immobilier, Rex. Elle tenait ses clés de voiture comme un verdict. Je sais à quoi ressemble la fraude. Le portail s'est refermé. Un instant plus tard, un moteur a démarré dans l'allée et des pneus ont roulé sur le gravier, et Donna Kesley était partie. Rex a regardé le portail pendant 3 longues secondes. Puis il s'est assis sur sa chaise de jardin comme si quelqu'un lui avait coupé les ficelles. Il restait une page. J'ai failli ne pas la lire. Les 2 premières avaient fait le travail, les faits, les preuves, l'architecture d'un mensonge démantelé en public. Mais la dernière page ne parlait pas de propriété ou d'hypothèque. Elle parlait de quelque chose de plus difficile. Mes mains ont tremblé pour la première fois de l'après-midi. Non pas de peur, mais de chagrin. J'ai une dernière chose à dire, ai-je lu. Et celle-ci est pour moi, pas pour lui. La foule ne bougea pas. Quelque part dans le pâté de maisons voisins, quelqu'un tira un feu d'artifice. Il siffla et éclata et personne ne scia. J'ai passé 30 ans marié à ton père et je ne lui ai jamais dit non. Je n'ai jamais discuté. Je n'ai jamais élevé la voix. Je ne suis jamais parti, même quand j'aurais dû. Je me suis dit que c'était pour toi, que je maintenais la famille unie. Mais la vérité, c'est que j'avais peur. Ma voix se brisa. Je l'ai laissé se briser. La chose dont j'ai le plus honte, la chose qui me tient éveillé à 3 heures du matin quand l'analgésique ne fait plus effet, c'est qu'à chaque fois qu'il te criait dessus au lieu de moi, une partie de moi était soulagée. Et puis je me suis détesté pour ça à chaque fois. Cousine Patty pleurait. Elle n'était pas la seule. Oncle Bill se leva de sa chaise, marcha jusqu'au bord du patio, et s'arrêta là, dos à tout le monde, les mains dans les poches, la tête baissée. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait, ai-je lu. Mais je peux te donner ce que je n'ai jamais eu. La maison est à toi. La fiducie que Carole m'a aidé à créer. 220 000 $. C'est à toi aussi. C'est mon excuse et mon amour dans la même enveloppe. J'ai lu la dernière ligne lentement parce que ma mère l'avait souligné 2 fois. Tu n'étais pas un accident, Mira. Tu étais la chose pour laquelle je me suis battu le plus fort. N'aie pas peur de dire ce que je n'ai jamais pu dire. Tu as le droit de dire non. J'ai plié la lettre. 3 feuilles de papier à lettres crème, de nouveau dans l'enveloppe. De nouveau dans ma poche contre mon cœur. Rex était assis sur sa chaise de jardin, sa 6e bière coulant sur l'herbe à côté de lui, entouré de 31 personnes qui ne pouvaient plus le regarder dans les yeux. Il n'a pas dit un mot. Pendant un long moment, les seuls sons étaient le drapeau de maison plus loin et un chien qui aboyait quelque part dans la rue suivante. Le grill fumait toujours. La nourriture était toujours dehors. Les guirlandes lumineuses que ma mère avait accrochées commençaient à briller contre le ciel du début de soirée. Personne n'est parti. Personne n'a parlé. C'était comme si tout le jardin retenait son souffle, attendant de découvrir quel genre de famille ils allaient être maintenant. Rex a regardé autour de lui. Il a tourné lentement la tête, cherchant les visages qui avaient toujours été de son côté.
Les gens qui avaient hoché la tête quand il disait « ma maison ». Qui avait ri quand il disait « je voulais un fils ». Qui m'avait envoyé des SMS pour lui demander de m'appeler davantage. Personne n'a croisé son regard. La cousine au second degré, qui avait murmuré « pauvre Rex » 10 minutes plus tôt, était assise avec son assiette sur ses genoux, fixant l'herbe. Ses yeux étaient rouges. Rex a essayé. Vous allez tous croire une morte plutôt que moi. Cela a atterri comme une pierre dans un étang. Des ondulations, puis le silence. Personne n'a répondu, a dit Jake du banc de pique-nique sans chaleur. Nous allons croire à un testament notarié et à un acte de propriété, oncle Rex. Carole s'est avancée, s'arrêtant à côté de moi. Elle ne m'a pas touché, mais je sentais sa stabilité comme un mur. Rex, dit-elle, Richard Avery a tous les documents originaux. Je vous suggérerais de contacter votre propre avocat. Une pause. Vous allez en avoir besoin d'un. J'ai ramassé les papiers de la table, l'acte, le testament, l'acte de renonciation non signé, et les ai empilés soigneusement. J'ai remis la lettre dans la poche de mes scrubs. J'ai poussé ma chaise. Puis j'ai dit la dernière chose que j'allais dire à mon père à cette table. Je ne vends pas cette maison. Je ne signe rien. Et je ne demande pas votre permission. Je l'ai regardé une dernière fois. L'homme dans la chaise de jardin dans le jardin qu'il ne possédait pas, tenant l'autorité qui ne fonctionnait plus. Il semblait plus petit que je ne l'avais jamais vu. Pas pitoyable, juste d'une taille précise pour la première fois. Je suis sorti par le portail latéral. Carole et Jake m'ont suivi. Derrière moi, 31 personnes étaient assises avec leurs assiettes en carton et leurs cierges magiques et les ruines d'une histoire qu'elles avaient crue pendant 30 ans. Voici ce qui s'est passé ensuite, car je sais que vous vous posez la question. Richard Avery a envoyé une lettre officielle à Rex le lundi suivant. Courrier recommandé avec accusé de réception. Elle stipulait, en langage juridique clair, que la propriété au 414 Maple Lane appartenait à Myra Helen Harper, conformément au dernier testament d'Helen Whitmore Harper, que la succession avait été entièrement administrée par voie d'homologation, et que Rex A. Harper occupait la propriété sans droit légal. Il a eu 60 jours pour quitter les lieux. Standard, sans chichi. Rex n'a pas engagé d'avocat. Je ne pense pas qu'il aurait pu s'en payer un. La dette de carte de crédit seule s'élevait à 38 000 $. Je l'ai appris plus tard d'oncle Bill, qui avait vu un relevé sur le comptoir de cuisine de Rex. Ajoutez le prêt automobile sur le Dodge Ram, plus ce qu'il avait dépensé pour le grill Weber et les dîners de Donna, et la vie d'un homme faisant semblant d'être plus riche qu'il ne l'était, et il ne restait plus rien. La maison qu'il avait essayé de vendre, estimée à 280 000 $ par l'analyse de marché de Donna elle-même, n'avait jamais été la sienne à vendre. La deuxième hypothèque qu'il avait essayé de contracter avait été refusée parce que son nom ne figurait pas sur l'acte. L'acte de renonciation qu'il avait essayé de me faire signer aurait été la seule façon de faire fonctionner tout cela, et je ne l'avais pas signé. Tout son plan avait dépendu d'une seule chose, que sa fille ait trop peur de dire non. Donna a cessé de répondre à ses appels en une semaine. Bloqué son numéro à la fin du mois. Je n'ai aucune rancune envers Donna. Elle cherchait un homme avec des biens, et Rex s'était présenté comme tel. Ce n'est pas de l'amour, mais ce n'est pas mon problème non plus. La fiducie que ma mère avait créée contenait 220 000 $, assez pour payer mes prêts étudiants, établir un fonds d'urgence et avoir encore de l'argent pour l'avenir. Ma mère avait planifié cela depuis un lit d'hôpital pendant que Rex était dans le garage à polir son camion. Elle était dans la cuisine avec Carole, construisant un pare-feu avec de l'encre et des tampons de notaire. Oncle Bill m'a appelé 2 semaines après le barbecue. J'étais assise sur le porche de la maison de Maple Lane, ma maison, buvant du café et regardant les hortensias capter la lumière du matin, et son nom est apparu sur mon téléphone. Mon premier réflexe a été de laisser sonner. La dernière fois que Bill m'avait contacté, c'était pour me traiter d'égoïste et m'envoyer un article sur les mauvaises filles. J'ai décroché quand même. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis, je te dois des excuses, ma petite. J'ai attendu. J'ai cru tout ce qu'il m'a dit. Que tu ne viendrais pas. Que tu ne t'en souciais pas. Qu'il faisait tout cela tout seul. Une pause. Je viens d'apprendre par Carole que tu étais la seule à emmener ta mère à la chimio à chaque rendez-vous pendant plus d'1 an. Et Rex m'a dit, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit que tu refusais d'aider.
J'ai fermé les yeux et j'ai ressenti la douleur familière d'un mensonge qui avait fait ses dégâts bien avant que la vérité n'arrive. Il m'a dit beaucoup de choses, dit Bill, sur la maison, sur ta mère, sur tout. Et je l'ai cru parce que c'est mon frère et je suis désolé. Merci, oncle Bill. J'ai dit, cela signifie plus que tu ne le sais. Il a éclairci sa gorge. Encore une chose. Il y a quelques mois, il m'a demandé de me porter garant pour un prêt personnel, 20 000. J'ai dit non parce que ça ne me semblait pas juste. Un rire fatigué. Je suppose que maintenant je sais pourquoi. Avant de raccrocher, il a dit la chose la plus importante. Ta mère aurait été fière de toi, Mira. Je suis resté assis sur ce porche longtemps après cet appel. J'ai emménagé de nouveau dans la maison de Maple Lane fin août, après que les 60 jours de Rex soient écoulés. Il était déjà parti quand je suis arrivé avec mes cartons. Il avait laissé l'endroit plus propre que je ne l'attendais. La cuisine nettoyée, les ordures sorties. Que ce soit de la culpabilité ou de la fierté, je ne le saurais jamais. Peut-être une combinaison que Rex n'aurait jamais eu le vocabulaire pour expliquer. Le fauteuil inclinable était parti. Il l'avait emporté avec lui. Le seul meuble de la maison qui était indiscutablement le sien. Le salon semblait plus grand sans lui, plus lumineux. J'ai donné la place à une chaise de lecture que j'ai trouvée dans le même circuit de vente aux enchères que ma mère aimait. La première chose que j'ai faite a été de raccrocher la photo de mariage. Je l'avais trouvée dans le garage dans une boîte étiquetée « à donner » de l'écriture de Rex. La photo, le manteau d'hiver de ma mère, quelques livres qu'elle aimait, et tout au fond, enveloppé dans un torchon, le Chanel numéro 5. La bouteille était presque vide. Je l'ai posée sur la coiffeuse où elle avait toujours été. Carole est venue ce premier soir avec un plateau de lasagne et une bouteille de vin qui coûtait plus cher que tout ce que Rex avait jamais mis sur la table. Nous nous sommes assis au comptoir de la cuisine et n'avons pas beaucoup parlé. Nous n'en avions pas besoin. Jake m'a aidé à monter les cartons à l'étage. Il n'a rien dit de profond. Il a juste pointé la porte de la chambre principale et a dit « Tu prends cette chambre ?» Et j'ai dit « Oui, je crois bien. » Cette nuit-là, je me suis assise à la coiffeuse de ma mère pour la première fois. Je me suis regardé dans le miroir ovale dans lequel elle s'était regardée chaque matin pendant 30 ans. J'ai posé la lettre sur la coiffeuse, appuyée contre le miroir. Puis je suis sorti et j'ai arrosé les hortensias. J'habitais dans la maison de ma mère, pas dans la maison de mon père, la sienne, et maintenant la mienne. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais signé ce papier au barbecue. Si j'avais cédé comme il s'y attendait, comme ma mère l'avait toujours fait. Si j'étais devenu elle pour une génération de plus. Et puis je pense qu'elle a écrit cette lettre pour que je n'ai pas à l'être. Elle a passé ces derniers bons mois à s'assurer que j'aurais un terrain solide sur lequel me tenir et la preuve pour le prouver. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie à qui vous avez eu peur de dire non? Quelqu'un qui a raconté votre histoire à votre place, plus fort que vous ne pouviez la raconter vous-même? J'aimerais en entendre parler dans les commentaires. 6 mois après le barbecue, j'ai eu des nouvelles de Rex par l'oncle Bill. Il avait emménagé dans la chambre d'amis de Bill. Il travaillait des quarts supplémentaires au magasin de pièces automobiles. Toujours assistant gérant, toujours rancunier à ce sujet. Mais maintenant, sans le filet de sécurité d'une maison qu'il n'avait jamais possédée pour le rattraper. Bill a dit que Rex passait la plupart de ses soirées dans la chambre d'amis à regarder la télévision sur un petit écran qu'il avait apporté de Maple Lane. Il ne parlait pas beaucoup du barbecue. Il ne parlait pas beaucoup de quoi que ce soit. Donna l'avait bloqué sur tout. Téléphone, email, réseaux sociaux. Elle était passée à une nouvelle annonce et, vraisemblablement, à un nouvel homme avec un acte de propriété vérifié. Je ne pouvais pas la blâmer. Rex ne m'avait pas appelé, pas une seule fois en 6 mois. Je ne l'avais pas appelé non plus, mais je voulais être clair sur quelque chose. Je ne lui ai pas dit qu'il ne pourrait jamais me contacter. Je n'ai pas claqué une porte. J'ai dit ce que j'avais besoin de dire et j'ai attendu. S'il appelle, ai-je dit à Carole un dimanche autour d'un café, je répondrai. Mais il doit commencer par la vérité. La vraie vérité, pas la version de Rex Harper. Carole a hoché la tête. Et s'il n'appelle pas, alors c'est son choix. Je le pensais. J'étais en paix avec les deux issues. Celle où mon père trouvait le courage d'être honnête pour la première fois de sa vie, et celle où il ne le trouvait pas.
Quoi qu'il en soit, j'étais debout dans ma propre maison, payant mes propres factures, dormant dans une chambre où la coiffeuse sentait le Chanel numéro 5. Et personne n'allait me tendre un stylo et me dire de renoncer à ce que ma mère m'avait donné. Les gens me demandent si ça valait le coup. La confrontation, la lettre, le barbecue. Ils veulent savoir si je me sens vengé. Si la vengeance a aussi bon goût qu'on le dit. Voici ce que je vous dirai. Je ne l'ai pas fait pour me venger. Je ne me suis pas levé à cette table parce que je voulais humilier mon père. Je me suis levé parce que ma mère me l'avait demandé. Pas avec ces mots, mais avec chaque mot qu'elle a écrit dans cette lettre. Elle m'a demandé d'être la femme qu'elle n'avait pas pu être. Et la moindre des choses que je pouvais faire pour honorer cela était d'ouvrir la bouche quand elle aurait fermé la sienne. Ma mère a vécu 30 ans dans la peur. Elle a cuisiné ses repas et plié ses chemises et s'est assise sur le siège passager de sa propre vie. Et la seule chose qu'elle ne pouvait pas se pardonner, c'était qu'elle l'ait laissé diriger sa colère vers moi parce que cela signifiait qu'il ne la dirigeait pas vers elle. Elle l'a écrit dans la lettre. Elle ne l'a pas enjolivé ni trouvé d'excuse. Elle l'a juste dit clairement comme elle aurait dû pouvoir dire tout. Je ne déteste pas mon père. Je veux être clair à ce sujet. La haine prend de l'énergie que je préférerais dépenser en quart de 12 heures, en buisson d'hortensia et en dîner du dimanche avec Carole et Jacques. Ce que je ressens pour Rex est quelque chose de plus calme et de plus précis. Une reconnaissance qu'il est un homme à qui on a donné une famille et qu'il a traité comme une possession. Et quand les reçus sont sortis, il n'avait rien à son nom. J'ai appris quelque chose ce 4 juillet. Les limites ne sont pas égoïstes. Le silence n'est pas toujours la paix. Et les gens qui vous disent de garder la famille unie sont généralement ceux qui ne sont pas déchirés par elle. Ma mère m'a appris tout cela. Elle a juste dû mourir d'abord pour le dire à voix haute. Et je pense que c'est la partie qui fait le plus mal. Ce matin, avant mon quart, je suis sorti arroser les hortensias. Il était tôt, 6 heures du matin, la lumière encore fine et bleue, la rue calme. Je me tenais dans le jardin, pieds nus, comme ma mère le faisait, enjambant les 2e et 3e planches du porche par habitude, même si je les avais réparées toutes les 2 en septembre. Elle a planté ses buissons le premier printemps après leur emménagement. Rex voulait les arracher, disait qu'il prenait trop de place dans le jardin, qu'il voulait de l'espace pour un grill et un jeu de fer à cheval. Ma mère a dit non. L'une des seules fois où elle l'a fait, elle s'est tenue dans le jardin, de la terre sur les genoux et une truelle à la main, et a dit « Ceci reste ». Et ils sont restés pendant 30 ans. À travers chaque dispute et chaque silence et chaque fois que Rex disait « ma maison » devant la compagnie, ces hortensias continuaient de fleurir, bleus et violets et têtus et vivants. J'y pense beaucoup. Comment ma mère a perdu presque toutes les batailles de ce mariage, sauf les fleurs. Comment elle a choisi la seule chose pour laquelle elle était prête à se battre et est accrochée à 2 mains dans la terre. Elle n'a pas pu se protéger, mais elle a gardé les hortensias, et elle a gardé l'acte, et elle a gardé la lettre. J'ai coupé le tuyau et je suis resté dans le jardin, mon jardin. La maison brillait en blanc derrière moi dans la lumière du petit matin. Si vous me demandiez si ce que j'ai fait était une vengeance, je dirais, non, ce n'était pas une vengeance. C'était une promesse que ma mère m'a demandé de tenir. Je pense qu'elle aimerait ça. C'est mon histoire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je sais que c'était long, et je sais que certaines parties étaient difficiles à entendre. Elles étaient difficiles à raconter. Si quelque chose dans cette histoire vous a semblé familier, si vous vous êtes assis à une table où quelqu'un a essayé de vous rabaisser. Si vous avez tenu un stylo au-dessus d'un papier que vous saviez ne pas devoir signer, si vous avez aimé quelqu'un qui n'a pas pu vous protéger et que vous lui avez pardonné quand même, j'aimerais en entendre parler. Les commentaires sont ouverts et je les lis tous. Si cette histoire a eu un sens pour vous, veuillez prendre un moment pour cliquer sur j'aime et vous abonner. Non pas pour l'algorithme, mais pour la prochaine personne qui a besoin d'entendre qu'il est acceptable de dire non à quelqu'un qui vous a élevé. Et si vous n'en avez pas eu assez, il y a une autre histoire liée dans la description, à propos d'une femme dont la famille a essayé d'effacer sa place à la table de Thanksgiving. Elle n'avait pas de lettre de sa mère. Elle avait autre chose. Je pense que vous voudrez savoir comment cela se termine. Je m'appelle Mira. J'ai 28 ans. Je suis infirmière en soins intensifs et j'habite dans la maison de ma mère sur Maple Lane où les hortensias fleurissent chaque été, que quelqu'un leur donne la permission ou non.